Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale, édition de ce 2 novembre 2021. Ici Lydia Jacques. Voici l'essence de l'émission d'aujourd'hui. Un bulletin de nouvelles vous donnant des informations sur nos 3 MRC limitrophes de la MRC de l'Érable. Pour la MRC de l'Érable, il sera question de la caravane 360 degrés qui met en lumière les droits des aînés. Pour la MRC des Appalaches, tout sera axé sur le lancement du second appel à projet du Fonds Services de proximité 2021-2022. Évidemment. Et pour la MRC d'Arthabasca, on désire vous parler de cette première semaine Cyber-Détox. Voici maintenant vos nouvelles. Eh bien, les droits des personnes aînées sera le sujet d'une conférence interactive qui aura lieu mercredi, le 3 novembre, au Centre communautaire de Plessisville. Le thème « On ne perd pas ses droits avec l'âge ». Ce rendez-vous est rendu possible grâce à la caravane 360 degrés pour les aînés et propulsé par Jury Pop qui offre cette conférence à travers le Québec. De plus, c'est le Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires du Québec qui soutient donc ce projet. La conférence gratuite donne des renseignements sur les outils que le droit met à leur disposition pour protéger leur autonomie, leur santé et leur volonté. Finalement, c'est 3 heures pour se pencher sur différents sujets. Autonomie de la personne, maltraitance, procuration et mandat de protection, testament et succession, entre autres. Pour information, Madame Claudette Dubuc, 819-362-7715. Maintenant, la MRC des Appalaches a annoncé le 21 octobre dernier le lancement du second appel à projet du Fonds Services de proximité. Les demandes devront être soumises avant le vendredi 10 décembre 2021. Ce projet s'adresse donc aux municipalités, aux organismes à but non lucratif, les coopératives ainsi que les entreprises du territoire. C'est tout de même un montant de 30 000 $ qui est proposé pour les promoteurs qui désirent démarrer ou encore consolider un service de proximité sur le territoire de la MRC. Les informations sont disponibles auprès de Mme Carole Mercier, qui est conseillère en développement territorial du côté de la MRC des Appalaches. Et enfin, du côté de la MRC d'Arthabasca, vous savez que cette semaine, soit jusqu'au 5 novembre, c'est la première édition de la semaine Cyber-Détox organisée par la MRC qui a dévoilé sa programmation concernant la prévention de la cyberdépendance chez les jeunes et aussi à l'utilisation positive des médias sociaux et des technologies. Cette idée de cette thématique a été développée par des jeunes dans le cadre du Sommet Jeunesse pour leur plan d'action. Les jeunes sont donc invités à participer, entre autres, à la journée sans sel ce mercredi 3 novembre. Soulignons que le projet de la semaine Cyber-Détox a reçu le lauréat du premier prix du Sommet Jeunesse. Continuons maintenant Érable en bref avec nos 2 invités de cette semaine. Il s'agit de Marie-Hélène Beaupré de Tourisme Centre du Québec pour avoir des nouvelles sur la santé de notre industrie touristique. Et aussi M. Noël Bolduc pour nous parler du nouveau livre de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville qui parle d'ailleurs de l'industrie du vêtement. Nous allons parler de notre industrie touristique au niveau du centre du Québec et on va bifurquer un peu pour tout le Québec également, parce qu'on est toujours en alliance du côté tourisme Centre du Québec avec justement l'Alliance touristique du Québec. Alors pour ce faire, ça me prenait aussi une invitée de marque pour parler de la pandémie, l'avant-pandémie, notre industrie touristique et qu'on voyageait et qu'on était choyés. On s'en est vraiment aperçu au cours de la dernière année, 1 an et demi finalement, là, à cause bien sûr de la pandémie. Est-ce qu'on a une ouverture vers l'avenir? Est-ce qu'on peut promettre des choses pour l'année 2022? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Marie-Hélène Beaupré, bonjour. Bonjour. Alors, votre titre, dans le fond, pour le Centre du Québec au niveau touristique, c'est? Oui, moi, je suis responsable des communications, en fait, pour Tourisme Centre du Québec. Bon, bien, tant qu'à vous avoir, on va parler de Tourisme Centre du Québec. Oui.
Pourquoi ça existe, là? Donnez-nous de l'importance à l'organisation. Oui, bien en fait, Tourisme Centre du Québec, c'est l'association touristique régionale. Donc nous, on regroupe les 5 MRC du Centre du Québec. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises touristiques de la région dans leur développement, puis aussi les nouvelles entreprises à s'implanter sur le territoire. Puis on a aussi un volet qui est promotionnel. En fait, on fait la promotion de ce qu'on a au niveau touristique pour le Centre du Québec. Donc on fait la promotion autant à l'intra-Québec, c'est-à-dire qu'on promeut la région avec les autres régions touristiques du Québec, mais aussi à l'international. Donc, on fait de la représentation dans différents pays, en fait, pour emmener des touristes ici. Maintenant, parlons de l'Alliance de l'industrie touristique, mais provinciale, parce que vous êtes comme en correspondance, en alliance. Oui, exact. Dans le fond, on travaille beaucoup de concerts. L'Alliance se regroupe toutes les associations touristiques régionales, dans le fond, du Québec. Donc, Centre du Québec, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, toutes les régions, en fait, on est regroupés sous l'Alliance. En fait, l'Alliance, c'est vraiment la marque Bonjour Québec. Donc, quand vous voyez là, les petites publicités à la télé, les choses du genre, eux, dans le fond, ils ont le même mandat que nous, mais pour l'ensemble du Québec. Donc, ils font la promotion de toutes les régions, puis aussi du produit touristique québécois dans un tout. Donc, on est vraiment comme un regroupement avec l'Alliance. OK. Donc, ça veut dire comme une journée du tourisme, par exemple, qui a eu lieu pendant les fameuses journées de la culture. Oui, ça, c'est organisé aussi avec l'Alliance, là. Oui, bien en fait, c'est une journée qui est un petit peu, je dirais, internationale. Donc, oui, l'Alliance le souligne au niveau québécois, mais c'est une journée qui se célèbre là, partout dans le monde. Donc, c'est pas organisé que par l'Alliance. Par contre, c'est vraiment eux qui vont venir souligner là, un petit peu notre industrie ici au Québec. Bon, qu'est-ce qu'on a célébré cette année pendant cette journée? Oui, en fait, cette année, on a mis l'accent là, vraiment sur nos artisans touristiques parce qu'on le sait, la pandémie les a touchés durement. En fait, on est un des secteurs qui a le plus souffert, je pense, de la pandémie. Donc, c'était vraiment de venir le montrer avec différents types de prix, la résilience dont on fait preuve nos artisans touristiques, puis de venir un peu les épauler dans ce qui reste aussi parce qu'on n'est pas encore dans l'après-pandémie. Donc, c'était de leur montrer notre support puis aussi de souligner le travail exceptionnel qu'ils ont fait dans des conditions difficiles. De là, le thème tourisme et croissance inclusive. Oui. Expliqué aussi, là. Exact. En fait, ce terme-là, ça vient du fait justement que cette année, on a vraiment beaucoup réinventé notre produit. Donc, ça a permis un petit peu là, la journée du tourisme de réorienter peut-être un peu nos orientations futures. Donc, d'être plus inclusif. Aussi, on a beaucoup axé sur le tourisme durable et responsable parce qu'on sait que c'est super important. Puis, en fait, il y en a plusieurs qui ont profité de la pandémie là, pour venir apporter des petites touches là, en ce sens à leurs entreprises. Quand on dit inclusif, ça veut dire c'est nous, là. On s'occupe de nous, exact, de ce que nous pouvons offrir, puis d'encourager nos propres producteurs. Exactement. Etc. En fait, c'est de profiter un petit peu de ce qui se fait localement, puis de redécouvrir un peu notre beau Québec. Parce que même si on l'a découvert l'été dernier, cette année, il restait encore beaucoup de choses à voir, et c'est la même chose pour les autres saisons qui s'en viennent, même si le tourisme international reprend peu à peu. On espère que ça va garder dans l'esprit des gens le désir de découvrir un peu ce qui se fait proche d'eux. Parlons maintenant, là, la fameuse question qui tue pour cette année. Quand vous avez su, là, il y a une pandémie, on arrête tout, parle-moi de ton ressenti, là, explique-moi l'année et demie qui vient de se passer pour la situation touristique, là. Bien, ça a été un gros choc quand ça a commencé, comme pour plusieurs personnes, mais en fait, c'est que nous, on est vraiment de première ligne. Dans le fond, nous, on a interagi avec les gens. Notre clientèle, c'est le public. Donc, quand tout a été fermé, c'est certain que c'était déconcertant, inquiétant aussi. Mais je dirais que dans les 18 derniers mois, oui, c'est certain, ça a été difficile. Il a fallu s'adapter. Un peu le nerf de la guerre pour nous, c'est la main-d'œuvre, qui est encore en ce moment notre grosse priorité. C'est ça, sauvons nos jobs aussi. Hein? Oui, tout aussi. le monde va penser à ça aussi. Là. Aider nos entreprises, tu sais, ça a été très difficile à ce niveau-là. Mais par contre, je pense que le mot d'ordre qu'on a, c'est que maintenant, on est un peu préparé à tout. Tu sais, on peut pas planifier d'avance comme par le passé. On n'est plus dans la planification long terme, en fait. On est en réaction souvent de ce que le gouvernement avance.
Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé pour nous, mais somme toute, il y a du positif qui est sorti de ça. Ouais. C'est assez, une pandémie, c'est territorial aussi, hein? Ça, faut quand même le mentionner. Vraiment. Donc, au niveau des voyageurs qu'on est habitué d'avoir, ça, c'est dans la ligne des moins, hein, sur un bilan. Là. Oui. C'est sûr que le tourisme international, en ce moment, ça tourne au ralenti. On peut pas se mentir. Les aéroports pourraient vous le confirmer aussi. Voilà, fait que... Exactement. Mais là, ça a quand même recommencé un peu. Est-ce que vous avez reçu des appels? Oui, ça recommence tranquillement. On voit l'intérêt aussi là, des voyagistes internationaux revenir. Quel pays à peu près là, qui s'intéresse à nous? Nous, on a beaucoup de clientèle dans l'Europe francophone. Donc, du côté de la France, la Belgique, c'est toujours des endroits qui ont aimé venir au Québec en général et au centre du Québec. On en a un petit peu aussi du côté des États-Unis, mais ça reprend tranquillement. Les frontières sont encore... c'est encore complexe. C'est mitigé. C'est ça. Voilà. Mais j'ai une question à vous poser. Oui. Pour les artisans d'ici, par exemple, il m'est arrivé quelque chose, un événement, parce que si on se projette comme en 2022, il y a quelqu'un qui veut comme organiser quelque chose pour 2022, genre on fête un anniversaire d'un terrain de camping, exemple. Mm-hmm. Et puis, là, j'appelle le traiteur qui est devenu un transformateur et fait de la vente de prêts à emporter. Ouais. Alors, quand on lui demande, êtes-vous prêt à faire comme des petites bouchées pour l'année 2022, telle date, exemple, on va dire au mois de juillet. Écoute, on peut vraiment pas se projeter là, dans l'avenir. Moi, je peux te dire où je suis aujourd'hui, mais je peux pas aller jusqu'en 2022. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui a ce genre de réponse-là pour les organisateurs? Je dirais que même si on est optimiste, puis que là, on pense que tranquillement, on voit la reprise arriver, je dirais qu'on est encore, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup en mode réaction. En fait, avant, on pouvait facilement dire oui, il n'y a pas de problème, en 2022, on va le faire. Mais maintenant, on est comme un peu plus prudent parce qu'on sait jamais, hein, quand c'est arrivé, jamais personne s'était douté que tout allait fermer à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, je dirais que oui, il y a plusieurs personnes qui sont encore là, dans cet état d'esprit-là. On essaie tranquillement là, de recommencer à voir au long terme, mais pour le moment, on se positionne plus dans le ici maintenant. Voilà. Comme on dit, des fois, on pense marcher sur de la glace, finalement, ça se transforme en eau. Hein? Oui, exactement. Voilà, pour donner un exemple. 4e édition des prix Excellence, un petit mot là-dessus? Oui, bien en fait, c'est un petit peu comme je le disais tantôt, cette année, on a vraiment axé là, sur la reconnaissance de nos artisans qui ont donné énormément d'efforts pour réussir à maintenir le tourisme au Québec, puis qui ont fait un travail incroyable aussi. Pour tous ceux qui ont visité un peu le Québec dans la dernière année et demie, vous avez vu que l'accueil n'a pas changé. On a toujours du bon service. On a même des nouveaux produits qui se sont développés. Donc, cette année, on voulait souligner ça. En fait, il y a plusieurs nouvelles entreprises qui se développent dans différents créneaux. Entre autres, vous avez peut-être entendu parler de La Feuille Verte, qui est la première entreprise de canatourisme au Québec, je crois. Au centre du Québec, en tout cas, c'est la première. Il y a un petit peu de produits comme ça qui se sont développés ou d'entreprises qui sont tranquillement pas vite en train de se renouveler, des entreprises qui ont rénové, qui ont fait différentes choses, là, qui ont profité un petit peu du temps pandémique pour faire du bien aussi là, à leur entreprise. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Moi, c'est la première question que je poserais. Donnez-moi les critères! Bien, en fait, il y a différents critères parce qu'il y a différentes catégories. Oui. Donc, je vous les nommerai pas tous aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais en fait, le dépôt de candidature, souvent, il y a des gens aussi qui se font inscrire par quelqu'un de leur entourage. Donc, c'est vraiment là pour souligner leur effort. Bon, là, je vais vous demander un travail pour envoyer un message à tout le monde pour notre industrie touristique. Oui. Il y a une citation que vous avez collaboré, l'Alliance du tourisme et le Centre du Québec ensemble, et qui quand même... Est-ce qu'on peut dire qu'elle nous donne quand même un regain d'avenir? Hein? Oui. Hein? Allons vers l'avenir. Donc, si vous me permettez, je vais prendre ma feuille pour vous la lire. Oui, puis vous regarderez cette caméra pour nous adresser à nos téléspectateurs. Parfait. Bien, premièrement, je vais commencer par dire que c'est une citation qui nous vient de Martin Soucy, qui est notre président-directeur général à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. En fait, je vous la lis, ça va comme suit. L'industrie touristique québécoise est engagée dans une relance durable. Elle regorge d'initiatives qui nous aident à voir plus loin et à nous adapter tous ensemble aux nouvelles réalités. Après plus de 18 mois de pandémie,
les acteurs de notre secteur économique qui contribuent significativement à l'économie et la vitalité des régions ont fait preuve d'une résilience admirable, d'une créativité et d'une détermination hors du commun. Derrière les chiffres et les résultats, il y a des êtres humains inspirants et il est maintenant important de prendre le temps de les célébrer. Donc, c'était notre message avec ces prix Excellence Tourisme. Et là-dessus, ça complète notre entrevue. Merci beaucoup. En tout cas, vous nous donnez le goût de recommencer à voyager finalement et de visiter notre région. Merci. Merci à toi. Alors, c'était Marie-Hélène Beaupré, donc de Tourisme Centre du Québec. Décroche ici, au centre du Québec. L'automne, c'est fait pour s'arrêter, s'émerveiller, s'amuser, se ressourcer, se régaler, s'évader. Découvre tout ce qu'il y a à faire, à voir, à goûter au centre du Québec. Parce qu'ici, on est bien placé pour vous étonner. Eh bien, nous recevons M. Noël Bolduc. On a tendance à dire que c'est un grand historien. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est un grand bénévole. Même, je crois qu'il a fait partie aussi du membre du CA de la Société d'histoire de Victoriaville. Alors, on va lui parler parce qu'il y a du nouveau. Vous en avez entendu parler. On a fait un livre d'histoire sur les vêtements à Victoriaville. D'ailleurs, le titre, c'est « L'industrie du vêtement à Victoriaville et à Arthabasca ». J'adore. De fil en aiguille, une histoire tissée serrée. Lui-même est tissé serré avec la Société d'histoire. Noël Bolduc, bonjour. Bonjour. Noël Bolduc, vous avez fait partie du CA de la Société d'histoire. J'ai été 14 ans au conseil d'administration. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à aller vers la Société d'histoire plutôt qu'un autre organisme? Là? Bon, j'ai toujours été un passionné d'histoire, de recueillir, de regarder des articles de journaux, des choses comme ça, pour essayer de reconstituer à un moment donné des pans d'histoire. Donc, pour moi, c'était un naturel d'aller à la Société d'histoire, même si, en premier, j'y suis allé comme trésorier. Alors, c'est mon autre formation de comptabilité qui m'y a amené. Mais de fil en aiguille, comme le dit le titre, je me suis intéressé à l'histoire. Et le premier volume auquel j'ai collaboré, en fait, c'était une édition spéciale de notre bulletin de liaison Mémoire vivante qui portait sur les 140 ans de l'Union des cantons de l'Est, l'Union. Oui, c'est ça, parce que c'est pas le premier livre qu'on lance là, pour la Société d'histoire. Pour la Société, en histoire, c'est le 6e volume, parce qu'il y a eu l'histoire du meuble aussi, qui a été écrit par Mme Carole Plamondon. Et après ça, il y a eu le 140 ans de l'Union, l'exposition agricole via la Société d'agriculture d'Arthabasca. Après ça, il y a eu un volume qui s'est appelé Les Mers, Sainte-Victoire, Victoriaville et Arthabasca, paru en 2011. Et ensuite, Victoriaville, 150 ans, une histoire à se raconter. Et c'est le 6e volume. Il y a eu le lancement de ce livre-là, livre d'histoire, dans le fond. Parce que c'est ça, c'est un livre d'histoire sur l'industrie du vêtement. Comment ça s'est passé? C'était quand la date exacte? C'était le dimanche 17 octobre. Oui. Ça s'est très bien passé. On était environ 125 personnes. Alors, compte tenu des mesures sanitaires avec la pandémie et tout ça, on est très heureux de l'assistance qui a participé à l'activité du 17 octobre. Oui, et comment on a trouvé le titre de fil en aiguille, une histoire tissée serrée? En fait, c'est un mystère un peu pour moi. Ça m'est arrivé à un moment donné parce que nous avons aussi... Moi, j'ai collaboré à la rédaction, mais il y a aussi Monique Giroux, qui était une ancienne journaliste de l'Union. Et Monique a fait la première partie ou la première rédaction. Et ça m'est arrivé comme ça, là, avec un titre. J'ai trouvé ça tellement brillant que j'ai même pas osé regarder si on pouvait améliorer ou quoi que ce soit. Là, je suis allé avec ça, c'était parfait. Pourquoi 2? J'ai 2 livres dans les mains, là. Oui, alors c'est un peu, si on veut, une reprise du volume Victoriaville 150 ans. Nous avions aussi fait 2 éditions, l'édition régulière et l'édition Prestige ou de luxe. En fait, parce qu'il y a des gens qui sont plus collectionneurs, qui essaient d'avoir des volumes. Je pense, par exemple, à tous les volumes de M. Denis Saint-Pierre, l'ancien maire de Victoriaville, qui était aussi fait en édition de luxe. Donc,
il y avait une certaine clientèle pour cette édition Prestige. Alors, ça s'adresse à qui, ce genre de livre-là? Qui va acheter ces livres? Bien, on vise, c'est bien certain, toutes les personnes qui ont travaillé dans les manufactures de vêtements ou des gens qui ont vécu soit un parent, un ami, un voisin qu'ils ont connu, qui ont travaillé pour les manufactures et qui pourraient être intéressés par d'avoir, si on veut, l'histoire des manufactures de vêtements là, à Victoriaville et Arthabasca. Bon. Pourquoi avoir choisi Victoriaville pour faire ce livre? Parce que c'est la Société d'histoire de Victoriaville, il y a quand même un lien. C'est ça la seule raison? Ben, en fait, c'est que on avait déjà, comme je l'ai mentionné tantôt, écrit l'histoire du meuble. Alors, on avait comme projet depuis plusieurs années, effectivement, d'écrire l'histoire des manufactures de vêtements parce que ça a été aussi une industrie très florissante à Victoriaville. À partir, je dirais, des années 40 jusqu'aux années 70, c'était très important, ça employait beaucoup de gens. Juste dans l'industrie du vêtement, on peut parler d'au-delà à une certaine époque, des années 60, à peu près au-dessus de 1200 personnes. Donc, moi, ça me fait penser que l'industrie du vêtement à Victoriaville, c'est comme les mines dans les régions plus nordiques. Là. C'est à peu près ça. Oui, parce que dans ces décennies-là, c'était soit le meuble, soit le vêtement. Là. Grosso modo, c'était les principales industries. Parlez-moi de l'histoire. Comment c'est quoi? Il y a eu des investisseurs de l'extérieur. Comment on a su qu'on faisait du vêtement à Victoriaville? En fait, c'est ça. Dans un des premiers chapitres, il s'est dit pourquoi Victoriaville? On en a parlé un petit peu. Mais on s'est dit pourquoi ces manufactures-là se sont établies à Victoriaville. OK? Alors, tout ça a commencé par notre ami Paul Tourigny. Paul Tourigny était un industriel. Il a été député, maire, etc. Et c'est lui qui a contribué énormément, autant au niveau du meuble que du vêtement, à partir des industries à Victoriaville. Donc, avec un autre groupe d'investisseurs locaux, c'est ce groupe-là qui a créé la première manufacture de vêtements à Victoriaville, soit la Victoria Clothing. OK, il y a sûrement des images, des photos dans le livre. C'est sûr. Et par la suite, il y a d'autres industriels, mais là, des industriels montréalais qui sont venus s'établir à Victoriaville. Alors, les Robin, les Gerber avec la Utex, DeLuca avec la Benny. Alors, ça a amené un autre dynamisme parce que ces gens-là connaissaient le marché plus grand que celui de Victoriaville. Ils venaient de Montréal, donc ils avaient développé des connaissances. Et c'est comme ça que les grandes manufactures de vêtements se sont développées à Victoriaville. Et qui sont venus s'établir ici. Oui. C'est bizarre, hein? C'est des gens de Montréal qui venaient ici, puis aujourd'hui, c'est ici qu'ils vont à Montréal, quelque part. Parce qu'un exemple, c'est comme la Fashion Craft, qui était à Saint-Jean-sur-Richelieu. À un moment donné, c'est emmené ici à Victoriaville parce qu'il y avait le député de l'époque, Joseph-Édouard Perrault, et qui était un des actionnaires de la Fashion Craft. Et lui, il a contribué énormément à la venue à Victoriaville de la Fashion Craft. Nous, on connaît, on va dans les magasins. Aujourd'hui, on peut commander en ligne, mais à l'époque, c'était avec les chevaux. Le train. Racontez-moi une histoire. En fait, le train, c'est un peu une raison pourquoi aussi Victoriaville s'est développé à ce niveau-là. C'est que Victoriaville avait une gare, avait la voie ferrée. Donc, ça facilitait de beaucoup le transport des marchandises vers d'autres centres comme Montréal, Québec et ainsi de suite. Et les différentes époques que Victoriaville a connues dans le domaine du vêtement, parce que si on regarde aujourd'hui et hier, parlez-moi un peu des différences. En fait, c'est que dès les années 1920, ça commençait à devenir important. Il y avait toujours la Victoria Clothing. Après ça, il y a eu la Robin qui s'est installée. Et aussi la Fashion Craft qui s'en vient aussi à Victoriaville. Donc, c'était vraiment dans ces années-là où il y a eu un développement incroyable. Et par la suite, moi je dirais, il y a eu des années 50, quand là, à un moment donné, la Utex, qui était originalement sur la rue O'Neill, elle est déménagée parce que là, ses locaux n'étaient plus suffisamment grands. Donc, on la retrouve sur la rue Milo, dans le Petit-Canada.
Et d'ailleurs, on parle un petit peu d'où vient le nom Petit Canada. Alors, les gens qui sont intéressés à un moment donné pourront consulter dans le volume. Vous pouvez me raconter, là, vous me racontez une histoire. Allez-y, pourquoi on appelle ça le Petit Canada? C'est relié dans la période où il y avait beaucoup de Québécois qui émigraient aux États-Unis dans les filatures en Nouvelle-Angleterre. Et les Québécois avaient tendance à rester dans un même coin, dans une ville, etc. Et on l'appelait ça le Petit Canada. Donc, c'est devenu plus familier. Et probablement que ça s'est rendu ici jusqu'à Victoriaville. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont revenus, mais en tout cas, ça provient de ça, l'expression Petit Canada. Le Petit Canada. Alors, là, c'est sûr qu'il y a un déclin, mais le temps passe trop vite. C'est trop vite. L'histoire, c'est passé. On dirait qu'on est attaché à notre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, je vous laisse un dernier 2 minutes. Là. Bon, ce livre-là, vous allez... donnez-moi un regard de Noël Bolduc sur le livre. En fait, ce qu'on voulait effectivement laisser, c'est de permettre aux citoyens de Victoriaville, des gens environ, de connaître ce pan important de notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup. Donc, on veut montrer, on veut expliquer comment ça s'est matérialisé, tout ça. Et on veut, effectivement, c'est un livre qui va devenir un livre de référence. Alors, à chaque fois qu'on va devoir faire allusion à ces manufactures de vêtements, les gens pourront consulter le volume et dans l'ensemble, ils auront toute l'information nécessaire pour savoir comment ça se passe. Il y a plein de photos aussi. Il y a plein de photos. Il y a au-delà de 250 photos. Qui ont été faciles à trouver. On a fait beaucoup de recherches, mais on a réussi, je pense, à illustrer très bien ce volume-là. Donc, les gens qui ont connu peut-être plus ou moins les manufactures, mais il y a beaucoup de personnes qui sont... dont les photos apparaissent dans le volume, que les gens ont connu, d'anciens maires, etc., etc. Donc, parce qu'il y a eu toute une contribution qui s'est faite là, au niveau du succès de ces entreprises-là. Quand une entreprise devait s'agrandir, bien, souvent, elle n'avait peut-être pas les ressources financières pour le faire. Donc, souvent, la ville intervenait et soutenait financièrement l'entreprise à construire de nouveaux édifices. Alors, vu qu'on parlait de l'industrie sur les vêtements, alors c'est le temps de vous habiller de la Société d'histoire de Victoriaville. Allez acheter votre copie, il y en a 2, hein? Une de luxe, mais le contenu est le même pour les 2 volumes. Ouais. Ben, le mot de la fin? Bien, je vous encourage fortement à vous procurer ces 2 volumes qui, je pense, contribueront à... Comme les maires l'ont mentionné lors du lancement, à rappeler toute cette belle histoire du vêtement à Victoriaville. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez, revoir nos émissions, elles sont toujours disponibles sur notre site web tvce.org. À la semaine prochaine!